Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Global Africa Télé Sud. Encore un nouveau numéro d'Afro Foot avec vous, avec mes amis ici présents. On va commencer par Alison. Alison, comment ça va? Ça va très bien. Tu as vécu un bon week-end de foot, j'imagine? Un bon week-end de foot. Je suis assez fatiguée, mais ça va très bien. Tu as regardé trop de matchs ou c'est toi qui as couru? Non, il y a un peu de tout. Reste, ce qui s'est passé ce week-end. Il y a beaucoup de matchs, hein, c'est vrai. Salut mon champion, Léo, comment ça va? Comment tu vas, Malik? Bien, la forme? Ouais, toujours. Lyon va bien? Lyon va bien. Et toi, tu vas bien? Jour du mercato, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses à discuter, tout va bien. À tout, mon grand. Salut Lucas, ça va? Salut Malik, ça va et toi? Ça va, t'es bien retombé maintenant sur terre, le Maroc c'est fini, la CAN c'est fini. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps déjà. Ah, déjà? Ah, bah, c'est bien. Comment vas-tu? Ça va super. Salut. Mon gars, Alex, ça va ou pas? Ouais, ça va, la forme. Et Bien, toi, la forme, Alex? Ça va, ça va. Bien comme tu veux? Un peu fatigué, mais ça va. Ah, toi aussi t'es fatigué? Bon, mais décidément, je suis le seul en forme. Et c'est pas plus mal. Les amis, hein, respectivement, dans votre crash chrono, vous allez nous parler des tests du foot mis en cause, hein, mon champion. Léo, rapidement, en 2 mots. Alors moi c'est Lucas. Lucas, pardon. Vous me fatiguez. Mais du coup, il y a le magazine de santé Epilson qui a fait des tests et qui s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de plus de dopage dans le foot que ce qu'il n'y paraît. Donc en fait, ils ont remis en question. C'est pour pitié. C'est pour plus tard. Ah Oui, ok, bien sûr. Vas-y, je te laisse. Donne-nous envie. Ok. Parce que justement, Regragui, quel avenir après la CAN? Bah oui, on s'était posé la question avant la CAN quant à l'avenir de Regragui, donc je vais essayer de donner des billes pour pouvoir voir quel pourrait être son avenir désormais. Et puis, mon champion Alex, hein, toi, tu veux nous dire que la Ligue des Champions, Ouais. nouvelle version, c'est une bonne chose? Bah écoute Malik, on a eu une bonne semaine de Ligue des Champions là, Ouais. avec beaucoup, Parce que je suis pas d'accord avec toi, mais bon. beaucoup de rebondissements. Tu sauras me le dire mieux que moi, Malik. Beaucoup de rebondissements et du coup j'aimerais en parler et donner mon avis sur cette nouvelle formule. Merci, ça va arriver dans quelques instants. Et puis dans le foot panorama, on a pas mal de sujets, hein, Mondial des clubs 2029, la Coupe du Monde 2030, pêle-mêle comme ça, et puis aussi hein, le Mercato. Et puis dans le foot à plat, on a un débat les amis, on va parler de Brahim Diaz, hein, meilleur buteur de la CAN 2025. Est-ce qu'il doit rester au Real pour davantage jouer, davantage s'épanouir? Ça va arriver dans quelques instants. On va également aussi parler des sanctions qu'a infligé la CAF au Sénégal et au Maroc. On va se poser la question de savoir si tout simplement c'est des décisions justes ou vous estimez qu'il y a des excès. Hein. Vous avez libre cours dans vos réponses, hein, les amis. Hein. Et puis la CAN a 16 équipes pour ou contre. Là aussi, c'est un débat qui arrive tout simplement. Parce qu'on se rend compte, hein, c'est un peu plus difficile pour les pays d'organiser la CAN à 24. Alors, se poser la question de savoir si à ces équipes, cela ne va pas faciliter justement l'accueil des équipes. Là aussi, on va en parler. Et puis aussi, hein, Lucas, je sais que tu n'es pas trop pour les meilleurs troisièmes. Je déteste ça. Mais c'est un de mes arguments. Commence pas à tout On dévoiler. va en parler dans quelques instants. Tout de suite, cash chrono. Lucas, le dopage. Donc effectivement, il y a des chercheurs français qui ont développé un nouvel algorithme qui montre qu'il y a beaucoup plus de dopage que ce qu'on pense dans le football. Alors c'est des chercheurs de l'INSEP et de l'Université Paris-Cité qui remettent en cause les algorithmes utilisés actuellement, qui se basent du coup sur la moyenne des personnes de la population et pas sur des données qui sont personnelles du sportif. Donc en fait, on peut se doper toute sa carrière sans que ce soit forcément vu, puisqu'il n'y a pas de variation entre ce qu'il y avait d'un moment à un autre. Et en fait, ce que trouve l'INSEP, c'est que donc il y a 19% d'anomalies chez les footballeurs de Ligue 1 et Ligue 2 entre 2006 et 2019 quand les données ont été collectées, et ça monte à 42% si on parle de cyclisme. Mais on va rester sur le football. Du coup, c'est des séquences anormales pour les hormones de croissance qui ont été trouvées, et donc ça remet en cause un petit peu les méthodes de l'AMA, donc qui est l'Agence mondiale antidopage. Avec le nouveau logiciel, il y a donc 100 fois plus de footballeurs qui présentent des anomalies, et si anomalie ne veut pas dire dopage, l'étude montre que les biais de fréquence, les biais de la méthode bayésienne qui a lieu actuellement, eh bien, il n'individualise pas correctement les résultats et donc ça sous-estime le dopage tel qu'il pourrait être. Donc c'est pas la première fois que la fiabilité des tests antidopage elle a été mise en cause. Il y a déjà les universités de Genève et de Glasgow qui avaient fait des résultats dans le même sens en montrant qu'en individualisant plus les résultats, eh ben, on avait plus de dopage.
Et du coup, voilà, à voir. L'AMA a reconnu qu'il y avait des problèmes, que ça pouvait être revu. Ils ont commandé un nouveau algorithme à l'Université de Rome, mais on verra comment ça se passe. Ils sont aussi assez pessimistes sur le fait qu'il puisse y avoir des changements. On sait que le business du sport à l'échelle mondiale, c'est 500 milliards de dollars par an et qu'on ne peut pas laisser un business comme ça être attaqué si facilement. Donc ils sont assez pessimistes sur le fait que ça pourrait être changé, vu qu'aussi n'importe quelle modification de la méthode bayésienne serait automatiquement attaquée en justice. Donc ça prendrait peut-être des décennies pour que ça change. Mais voilà, on a quand même des éclaircissements qui montrent qu'il pourrait y avoir plus de dopage dans le sport de haut niveau que ce qu'on pense. Merci Lucas justement pour cet éclairage. Maroc, Regragui, quel avenir après la CAN, Léo? Oui, Malik, on avait évoqué il y a quelques semaines, avant le début de la CAN, la question de l'avenir potentiel de Walid Regragui. Est-ce qu'une victoire lui garantirait de rester? Est-ce qu'une défaite lui garantirait un départ? Et aujourd'hui, le Maroc a malheureusement pour eux perdu la finale. Donc la question se pose évidemment quant à l'avenir de Regragui. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que son contrat aujourd'hui court jusqu'en juillet 2026. Donc il sera là pour la Coupe du Monde, contractuellement parlant. Et ensuite, on pourrait le renégocier. Ou alors, dans l'autre cas, il va y avoir des discussions entre sa fédération et lui. Et à partir de ce moment-là, on décidera de prendre des chemins différents. Pour autant, je pense qu'à l'analyse de son bilan et au regard de ses prestations, tous les voyants sont au vert. Déjà, parce que même s'il y a des choses à redire, parfois une communication peut-être pas toujours la meilleure en conférence de presse, un jeu qui peut être critiqué par certains observateurs, il y a quand même un bilan qui est là. Déjà, une demi-finale de Coupe du Monde 2022, dont on a tous parlé, sur laquelle on s'est appuyé pour faire nos pronostics pour cette CAN. Un record de victoires mondiales en termes de victoires consécutives qui étaient détenues par l'Espagne. Ils en ont enregistré 19, le Maroc. Il y a aussi eu un bond au classement FIFA. Aujourd'hui, le Maroc, c'est la 8e sélection au classement FIFA, ce qui n'est pas anodin et qui est évidemment une première. Il y a aussi une finale de CAN, dans le contexte qu'on connaît. Ils étaient à un ballon de remporter la CAN. Une panenka. Effectivement. Et par contre, là où ça va être intéressant maintenant, ça va être de voir s'il est maintenu. Il va être attendu sur certains points. Déjà, de quelle manière il va gérer son groupe? De quelle manière il va réussir à gérer le cas Brahim Diaz? Parce que ce sera évidemment en mars prochain, au prochain rassemblement, l'un des sujets cardinaux de ce rassemblement. Et aussi des améliorations dans certains aspects, dont l'aspect offensif, parce qu'on se souvient tous qu'à la dernière CAN, par exemple, le Maroc n'a pas marqué pendant 240 minutes consécutives, ce qui est évidemment trop peu. Donc il va y avoir plein de questions qui vont se poser, mais à mon sens, tous les voyants sont au vert pour qu'il continue au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Donc ton pronostic, c'est Regragui sur le banc au mondial? Tout à fait. Merci mon cher Léo. Avec toi Alex, le nouveau format de la Ligue des Champions. Ouais, j'étais un peu mitigé quand ils ont annoncé ça il y a maintenant 2 ans. C'est la deuxième fois, donc la deuxième édition qu'ils font ce nouveau format. J'étais un peu mitigé par rapport à ce format justement parce que ça rajoutait plus de matchs, plus d'équipes, etc. Mais force est de constater que, bon, c'est pas définitif comme avis, mais au vu de la dernière journée et même de cette campagne pour l'instant de Ligue des Champions, pour moi la phase de Ligue, elle tient la route, elle a sa place. Parce que ça fait deux éditions qu'on a quand même quelques surprises. Tu vois, l'année dernière, par exemple, il y avait le Real, City, le Bayern, il y avait le PSG aussi, on s'en souvient, qui avait terminé en dehors déjà du top 8, alors que nous, on pensait tous que le top 8, ça allait directement, presque automatiquement, parce que c'est du foot, les meilleurs budgets, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il y a quand même des équipes à moins gros budget ou même des petites équipes qui surprennent, qui continuent de surprendre. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Par exemple, rien que cette année, on voit l'OM a terminé hors du top 24 sur la dernière journée. Je mets juste un petit bémol, justement, c'est quand même le fameux multiplex. Ça, il y a trop de matchs en même temps. Je pense qu'il faudrait diviser la journée par 2, toujours faire mardi, mercredi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de matchs. Mais à part ça, je pense que ça permet quand même de maintenir son lot de surprise. Les grands clubs, les grosses équipes, pour l'instant, elles savent pas trop comment aborder la chose. Toujours, donc parce qu'il y a le championnat, la coupe qui vient, etc. Donc ça fait beaucoup de matchs. Donc du coup, on voit des équipes des fois qui sont un petit peu en dents de scie. Et je trouve que c'est une bonne chose pour les petites équipes qui en profitent. Par exemple, là, cette année, il y a le Sporting, tu vois, Sporting Portugal qui est dans le top 8. Donc je trouve que c'est une bonne chose. En plus, ils ont réglé le truc
en disant il y a des avantages en finissant premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Parce qu'on reçoit à domicile jusqu'à la finale. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Pour l'instant, en tout cas, je suis plutôt satisfait. Donc après à voir, bien évidemment, dans les prochaines années. Je ne sais pas, vous, quel est votre avis, Alison? mais moi, ça va. Moi, je suis absolument d'accord. Tu es d'accord? Je suis absolument Qui n'est pas d'accord d'accord avec ce que vous avez dit. Bon, Lucas, vas-y, rapidement. En deux mots, D'accord. les amis, en deux mots. Absolument d'accord. En deux mots. Ah non, je trouve que c'est nul. Je trouve que c'est pas équitable déjà, parce qu'ils font un même classement alors qu'ils jouent pas les mêmes matchs. On voit par exemple le PSG cette année, alors qu'ils sont en chapeau 1. Les équipes les moins fortes qu'ils ont rencontrées, c'est l'Athletic Bilbao, le Sporting, quand d'autres ont rencontré des Karabakh, des Pafos, etc. C'est le tirage. Donc, ouais, mais c'est pas équitable. Normalement, tu restes à un groupe et vous jouez les mêmes équipes. Là, tu as le même classement pour des équipes qui jouent des équipes différentes. Je réponds. Ça C'est n'a vrai, quand tu aucune, regardes le calendrier de je peux Tottenham, répondre. par exemple, C'est pas vrai. très Parce favorable. qu'en phase de poule aussi, on retrouvait ce Voilà, déséquilibre. merci. Souvent, on On disait même retrouvait t'avais ce chapeau un, déséquilibre deux, trois, quatre. entre les gros Oui. et entre les petites Mais sauf équipes. qu'ils n'avaient Et pas le là, même je classement. trouve que Tu avais ça un classement par surprise. groupe, tu avais des deux groupes Je trouve différents. que ça rééquilibre justement entre les petits budgets, tu parlais de budget, entre les petits budgets et les plus gros budgets. Je pense que là, il y a un espèce d'effacement et c'est un compromis entre la Super League et ce qu'on connaissait avant. Parce que là, effectivement, tout le monde joue tout le monde et on a cette phase de calcul qui justement se gomme totalement. Avant, on avait une phase Real Madrid, Karabakh, je dis n'importe quoi, bout du quatrième avec match, deux c'était petites terminé. équipes. Les 3 premiers matchs, tu as sur tes 3 points. Le reste, tu peux mettre ton équipe A, B, C ou Z. Bon, moi, c'est- Et donc, on avait cette espèce de déséquilibre. Et ensuite aussi, les tirages, on avait ce favoritisme avec les grosses équipes que là, je trouve, Souvent. on retrouve beaucoup moins. Je suis d'accord. Et J'imagine que c'est ce que tu voulais dire, peut-être. Ah, moi, je suis totalement contre. Ah, t'es contre? Ah oui, Ok. parce que je trouve que ça fait perdre son prestige à la compétition, que ça protège les grosses équipes qui peuvent se permettre de perdre des matchs. ça protège les grosses Ça équipes. protège pas, on l'a vu. Ça, plus, ça protège rattrape. jusqu'à la On l'a vu. 24e, elles seront qualifiées. Je Et suis les en grosses 16e, équipes en personne ne barrage. veut terminer en Attends, il 16e. termine, attends, il termine. Oh, mais regarde, tu regardes l'année dernière le Paris Saint-Germain, par exemple, qui tombe contre Brest. Oui, Qui est-ce qui s'était dit que Brest allait sortir le Paris Saint-Germain? Personne. mais on ne sait pas. Mais non. Sur un match aller-retour, Et cette année, face à Monaco encore. Ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça vous hype, ça, franchement? Honnêtement, Pas c'est du pas quelque chose qui me dérange parce que, par exemple, bon là, c'est Paris-Brest, Paris-Monaco, etc. Imagine, il y avait eu, je dis comme ça, mais un Monaco-Marseille, par exemple. Bah, au moins, personnellement, moi, le simple fait moi, d'avoir des. moi, ça des clubs m'assure d'Allemagne, d'avoir un club français qui va au tour supérieur. après, ça, Moi- c'est parce moi, que ça tu m'assure ça. supportes les clubs français. Bah oui, parce que Moi, personnellement, j'en ai rien à faire qu'un club ça français gagne le. Bah donc alors, t'en as rien à faire qu'il y ait deux clubs français qui se disent. Oui, mais c'est juste qu'on le voit souvent. Alors Ah, que, et alors tu vois, mais selon le prisme de je supporte le club français ou non. Bon, dans tous les cas, Peu vous importe. n'êtes pas d'accord. tout Vous cas, n'êtes juste- pas d'accord. Ok. Une phrase pour ponctuer. Non, une phrase, c'est que bah, ça donne l'opportunité à des équipes moins bonnes de pouvoir jouer quelque chose. Tu vois, de pouvoir jouer cet accès au 16e de Ils finale. jouent déjà la Ligue des Champions, c'est déjà bien, non? On Mais devrait justement, créer des groupes justement, pour les ils se battent, ils se Il y aurait un battent pour la 16e qui 24e n'existait place. pas avant. Mais Non, après, mais il y a le 16e des- n'existait pas avant. donc Et alors, s'éliminer t'as en une phase de poule en opportunité après de 16e, se qualifier. ça et t'as- change rien. Non, Bah non. il fut un temps où le Oui, 16e il fut un temps où il existait et existait. il a été gommé avec la nouvelle formule on s'entend bien, de la Ligue des Champions. Donc il fut un temps où le 6e existait déjà. Quelle époque? Moi, je me rappelle des deux phases. Romain, s'il te plaît, aide-moi. On va enchaîner avec le foot panorama parce que sinon, ils vont pas me faire avancer. Foot panorama. Ah, c'est consultant, mon Dieu. Foot Panorama mondial des clubs 2029, duel Maroc-Brésil pour l'organisation, les amis. J'imagine que vous avez suivi ça. Alors que le Maroc semblait favori après une CAN 2025 réussie, le Brésil se positionne également pour accueillir la compétition. Selon donc ESPN, plusieurs responsables brésiliens, dont le président Lula, ont fait part de leur intérêt à Gianni Infantino. La FIFA n'a pas encore défini son process de désignation, mais le dossier est prioritaire pour le Brésil. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Pas besoin d'intervenir à toutes. Personnellement, je pense que la Coupe du Monde des clubs ira au Maroc. Parce que le Maroc organise aussi la Coupe du Monde l'année suivante. Donc ça servira de répétition générale. Ça a déjà été vu pour les compétitions qui ont précédé. Je pense que ça va aussi dans le sens du développement auquel on a assisté ces dernières années. On a vu qu'ils avaient la capacité à organiser un tournoi mondial, même si la Coupe du Monde des clubs, il y aura plus de supporters et plus d'équipes, donc forcément plus de flux de supporters, de marchandises, de tout ce que vous voulez. Mais je pense que ça ira au Maroc
pour 2020. Ton pronostic, c'est Maroc. Hein. Ouais. Le Maroc, encore pour la Coupe du Monde 2030, on se pose la question de savoir si la finale aura lieu en Espagne ou au Maroc. Elle est co-organisée en cette Coupe du Monde 2030 par le Maroc, l'Espagne, le Portugal, avec des matchs symboliques du côté de l'Amérique du Sud. L'Espagne affirme que la finale se jouera chez elle. Ça, j'imagine que vous l'avez entendu, hein, en mettant en avant donc ces infrastructures de façon générale. Le Maroc parle aussi de spéculation médiatique s'agissant des déclarations espagnoles. Qu'est-ce que vous en pensez finalement? Est-ce que vous avez un pronostic par rapport à tout ça? Est-ce que ça va se jouer sur quoi en définitive? Honnêtement, moi j'aimerais que ça aille au Maroc, parce que ce serait vraiment une excellente nouvelle qu'un pays africain puisse organiser une finale de Coupe du Monde quand même. Mais honnêtement, je pense que ça va aller à l'Espagne, parce qu'il y a trop de poids médiatique. Pourquoi? Parce que trop tu de seras à poids. Barcelone, c'est ça? Non, mais parce que ce sera à Santiago Bernabéu de toute façon. Ce sera au Bernabéu, ce sera à Madrid, dans la capitale, parce que Florentino Pérez, parce que Infantino, parce qu'ils ont tous du pouvoir, parce que voilà. Donc moi, ça, en tout cas, bon, je ne vais pas m'avancer, j'en ai aucune idée, mais ça ne me surprendrait pas. Enfin, je suis presque sûr que ça va se jouer en Espagne. C'est terrible, mais bon. Aussi parce que l'Espagne organise le plus de matchs dans cette Coupe du Monde. Donc une sorte de récompense pour ça. Aussi en termes d'accessibilité, puisque c'est plus facile de voyager à travers l'Europe que de devoir changer de continent. Donc je pense On change de effectivement. continent, mais on ne va pas bien Non. loin hein, non plus. On va pas. Non, pas effectivement, au mais centre de l'Afrique ou en je pense très sincèrement que pour eux, c'est plus facile de se rendre en Espagne. Dans leur esprit, c'est plus facile d'aller en Espagne qu'au Maroc. Et aussi, comme Alex l'a dit, Mais tu parles de qui? pour les gens, le contingent, il y a plus les le plus. supporters, Les supporters, les gens, il y a- tu veux oui, dire. les tout à fait. autorités. Il y a plus de pays européens qui sont qualifiés que tous les autres pays. Donc s'ils peuvent, Et- tous les autres Et continents. donc pardon. davantage de pouvoir d'achat aussi. Aussi. Hein. On ne va pas se le cacher. Et ça il y a joue aussi la énormément. partie mythique de la Coupe du Monde. Il y a le Bernabéu. Ce sera certainement pas au Camp Ça fait Nou, plus effectivement. chic que la Effectivement. finale soit Voilà, c'est ça. Effectivement. ça. Non, mais il faut dire les termes. Et ça a été aussi construit pour Oui, ça. mais il y a un C'est- stade qui est en enfin, train rénové pour ça. un stade, tu me déments, hein, mon cher, il y a un stade qui est en train d'être fait du côté de Casablanca. C'est De ça. mémoire, 100 000 places qui va sortir de terre, qui sera. Oui, tout mais c'est aussi- Casablanca. Voilà. Il y a aussi le problème de la Et donc c'est un pays de foot. C'est un Ah, pays mais de bien foot, sûr. mais Casablanca. c'est un pays de foot. On l'a vu que le Maroc était capable d'accueillir énormément au niveau des supporters, au niveau des infrastructures, mais ça reste le Maroc. Et je pense qu'une finale de Coupe du Monde, ça fait toujours plus chic, qu'elle soit au Bernabéu avec Pérez à côté et Infantino aussi, qu'à Casablanca. Surtout si c'est l'Espagne. Et il y a eu un peu une passe d'armes, tu l'avais dit, entre la fédération espagnole et la fédération marocaine. Et la fédération espagnole met en avant le fait que ça ne s'est pas très bien passé sur la finale de la CAN. C'est un peu de la mauvaise foi, mais ce sera un argument pour dire que ce sera mieux organisé. Mais ça en ne s'est Espagne. pas toujours bien passé en Europe non plus. Tout à fait. Totalement. Les déplacements en C'est les- Espagne et la gestion de la Guardia Civile, par exemple, ça pose beaucoup de questions. L'euro en France. Mais moi, pareil. je mets un biais, sur Casa. Hein. Je mets un biais. Le Ah nouveau bon stade, le futur super Ouais, le stade. futur nouveau Pourquoi pas stade, je mets un biais là-dessus. J'aimerais bien. Cannes 2027, le Kenya se défend critiqué pour le retard des stades et l'état des routes. Hein. Le Kenya a invité la Confédération africaine de football à inspecter les travaux et à proposer des ajustements pendant donc la construction. L'objectif est de rassurer sur la préparation du pays pour la compétition à venir. Là aussi, hein, c'est un peu ce qui a, motivé le débat qui va arriver à Alisson, Lucas, sur le fait d'organiser une CAN à 24 ou revenir même à 16. Hein. On sent qu'il y a davantage de pression quand même sur les pays organisateurs pour les différentes Coupes d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait que le Kenya soit obligé de se justifier, faire dépêcher des membres de la CAF pour venir constater l'avancée des travaux. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça arrive qu'un pays il doit se justifier que ses infrastructures elles soient terminées à temps. Moi ça me choque pas tant que ça. Je pense que ce sera terminé à temps. Et en plus ils sont 3 pays, donc je pense que ça devrait être très bien. Ça va le faire. Il s'est passé la même chose au Cameroun. Voilà, c'est ça. Ouais, ça va le faire. Au Mali, les amis, cette fois-ci, hein, la fédération malienne de football est en crise. Saint-Fit, le sélectionneur, sous pression. Saint-Fit est incertain donc, sur son avenir après avoir appris par Internet que toute la fédération malienne avait démissionné, une situation qui fragilise donc la sélection nationale. Un regard sur la sélection malienne et ce qui s'y passe surtout, la fédération. On peut très bien critiquer Saint-Fit pour ses choix tactiques, ses choix d'hommes, tout ce qu'on veut, mais je pense qu'à partir du moment où le sommet de la pyramide ne fonctionne pas, son bas, entre guillemets, c'est-à-dire l'équipe, ceux qui sont sur le terrain, ils peuvent pas non plus accomplir tous les miracles qui devraient être travaillés en amont. Donc
à partir de là, les vrais responsables sont les dirigeants, ceux qui ont le pouvoir. Hamza Igaman, vous connaissez, hein, le Marocain, il y a une bonne nouvelle pour lui. Hein, l'attaquant marocain gravement blessé au genou lors de la finale de la CAN 2025 a été opéré donc avec succès et donc a rassuré hein, sur ses réseaux sociaux que l'opération s'est bien passée. On a voulu dans cette émission lui faire quand même un petit clin d'œil hein, parce qu'on le sait, hein, il manque à son club Lille. Mais il a beaucoup manqué aussi hein, lors de cette CAN. C'est peut-être le joueur qui a manqué hein, au niveau de l'attaque marocaine en définitive. Lucas. À 100%, je pense que c'est le meilleur numéro 9 marocain à l'heure actuelle. Il est meilleur que El Kaabi, il est meilleur que Ramani. Donc effectivement, il a manqué. On a vu qu'il est, même sur ses rares entrées en jeu, il osait beaucoup. Il dribble, il est rapide, il a une très bonne frappe de balle. Donc c'est vraiment un 9 qui est assez complet. On l'a vu en Ligue 1 en quelques mois. C'est vraiment un très bon joueur. Donc c'est dommage. Effectivement, je pense qu'il va beaucoup manquer et au Maroc et à Lille les prochains mois. Sékou Kouyaté, vous connaissez ? Milieu de terrain sénégalais, donc champion d'Afrique 2021. Il a rompu hein, donc, à l'amiable son contrat qui le liait donc, à Ahmed Sport. Hein. C'est peut-être aussi la fin d'une carrière d'un champion. Sékou Kouyaté, hein, ex-sociétaire de Palace aussi, par ailleurs. Bah, il a 36 ans, il avait déjà mis sa carrière en pause pendant un an avant de rejoindre la Turquie. Je pense que voilà, c'est le bon moment. Il a gagné la CAN, il a une belle carrière. Je pense que pour lui, ça va être le bon moment pour arrêter. On reste au Sénégal hein, d'une certaine façon. Solidarité, oui. Argent, non. Le message donc de Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal. Le sélectionneur donc remercie les supporters pour leur soutien, mais demande que les fonds collectés en son nom soient redirigés vers des causes plus urgentes. On le rappelle, certains supporters sénégalais sur les réseaux sociaux ont déclenché comme ça une cagnotte pour soutenir Pape Thiaw, pour régler son amende de $100 000 justement infligée donc lors de la finale, en lien avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, $100 000. Pape Thiaw a dit non. Encore heureux. Mais c'est classe. Bah, c'est normal en fait. Pourtant c'est normal. Bah oui, au bout d'un moment, il faut arrêter de crier à l'éloge à chaque fois. C'est normal. Enfin, imagine, il avait accepté l'argent. Là, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit quoi? Mais le fait qu'il n'ait pas accepté, ça peut être quand même souligné pour dire quand même qu'il y a des valeurs. Parce qu'il n'a rien demandé. Oui, non, mais bravo de la part des Sénégalais. Qui s'est mis en place et lui, il a dit tout de suite non, au bout de quelques heures. C'est le minimum de la décence. Oui, il a beaucoup plus de moyens que ces gens-là. C'est décent. Il a fait le minimum, c'est très bien. On ne va pas non plus crier, comme a dit Alexandre, à l'exploit, quoi. Et toi? Oui, c'est ça. Et comme l'ont dit Alexandre et Lucas, il sait ce que lui a et surtout ce que les autres n'ont pas. Donc voilà, il a fait preuve de décence et c'est l'important. Alison, t'aurais dit oui? Elle n'a pas la paye du Pape Thiaw, c'est ça le problème. À titre personnel, j'aurais dit bon les gars, vous êtes gentils, je vais prendre une partie et l'autre je la règle moi-même. Si vous pouviez ajouter un petit peu d'ailleurs. Voilà. Ce ne serait pas de refus. Ce serait pas drôle, n'est-ce pas? Toujours dans le foot panorama, les amis, hein, vous n'êtes pas sans savoir que le mercato, il se termine quand? Il se termine aujourd'hui. Ce soir à 20h. Ce soir à 20h. Nous sommes donc le 2 février 2026. Énormément de joueurs hein, ont bougé. Mamadou Sarr, tiens, qui a joué seulement hier, qui rejoint Chelsea. Lucas, j'ai envie que tu fasses bref là-dessus. Écoute, tu sais que la multipropriété, c'est pas mon truc. Mamadou Sarr, c'est un défenseur qui est très prometteur. On ne sait même pas dans quelles conditions il va arriver à Chelsea. Est-ce que c'est un caprice de Euro Senior pour avoir son joueur qu'il connaît bien ou est-ce qu'il va vraiment être titulaire? J'ai beaucoup d'espoir. Je trouve que c'est vraiment un patron, même s'il fait une petite erreur hier sur le but du PSG. En dehors de ça, c'est vraiment un défenseur qui a toutes les qualités pour réussir en Première Ligue. Mais j'aurais aimé qu'il se développe à Strasbourg jusqu'à la fin de saison. Et je suis un peu peiné de voir des clubs multipropriétaires qui peuvent piocher à n'importe quel moment des entraîneurs, des joueurs. Je trouve que pour l'équité sportive globale au niveau européen, c'est vraiment pas top. Seko Fofana, qui laisse Rennes pour rejoindre le FC Porto, Alex. Je trouve que c'est comme vient de dire Lucas, c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose parce que malheureusement... Non, Lucas, il n'avait pas dit que c'était une bonne chose. Non, là, il vient de me chuchoter à l'oreille. Et je partage son avis parce que son aventure à Rennes, elle a été un petit peu ratée. Moi, j'avais des attentes à moitié parce qu'on se souvient c'est à Lens, son passage à Lens qui était absolument monstrueux. Ensuite, il est parti en Arabie Saoudite pendant un temps et là, il revient. Je m'attendais à mieux, mais finalement, je ne suis pas surpris. Donc, qu'il aille à Porto, je trouve que c'est un bon point de chute pour lui. Honnêtement, c'est un bon point de chute pour lui. Je pense qu'il peut gratter du temps de jeu. Ça m'étonnerait qu'il soit titulaire, mais il peut gratter du temps de jeu à Porto. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ademola Lookman,
qui va donc à l'Athletic de Madrid. Ouais, moi je trouve que c'est un fit qui fonctionne. Aussi parce que. C'est une bonne destination pour toi, Ouais, selon lui parce qu'on sait qu'en plus, Cholo Simeone, l'une de ses forces, c'est de faire adhérer ses joueurs à ses préceptes de jeu. Je pense que c'est plus un. En plus, il n'utilise plus un système aussi figé qu'il y a quelques années, même si l'idée d'un Atlético extrêmement défensif demeure. C'est plus vraiment le cas. Il y a du jeu offensif. Je pense qu'il peut. Je pense qu'il peut faire quelque chose de sympa là-bas. Alisson, Jérémy Boga qui va à la Juve. Super. Tu t'y attendais ou tu penses qu'il réussira sur place? Je pense que c'est un bon renfort pour la Juve. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil. Désolé. Ouais. On va laisser Lucas. Je pense que Lucas Pardon. pense pareil que toi. Non, moi je trouve que, j'ai peur qu'il joue pas beaucoup de matchs, mais en soi je trouve que c'est un très beau rebond pour Jérémy Boga. Déjà j'avais été surpris qu'il aille à Nice parce que c'est vraiment un bon joueur qui a des vraies qualités de dribble, qui est vraiment vif. Je vois flou. Et du coup, la Juve, il sera derrière Yildiz, derrière des joueurs de côté contre Sessao de très très haut niveau. Donc je ne le vois pas beaucoup jouer. Mais après, moi je trouve que comme renfort, c'est tout aussi bien que Zegrova qui était venu de cet été à Lille. Donc s'il doit le remplacer, pourquoi pas. Terem Moufi, il va à Porto aussi, Ouais. comme Seco. Moi, je tiens à saluer le travail de certains agents, parce que je suis pas du tout d'accord. Enfin, je suis d'accord que pour Boga, par exemple, c'est très bien d'aller à la Juve, mais je comprends pas l'intérêt de la Juve. Autant lui que Mofi à Nice, bah voilà quoi. Monfi avant sa blessure, c'est très fort quand même. Là, il Ouais, a fait les croisés, donc ouais, c'est beaucoup moins Ouais, fort. c'est dur. Mais même Fofana à Porto, je trouve que c'est un très bon coup pour lui, moins pour Porto, tu vois. Bah, tu surtout, vois, surtout le Porto de cette saison. moi je trouve que Porto, c'est vrai qu'ils cartonnent Porto, ils n'ont pas besoin Ouais. d'eux, mais je trouve que c'est un club parfait pour se renforcer et pour qu'ils montrent autre chose que ce qu'ils ont montré en Ligue 1. Ouais, c'est possible. Surtout que s'il va jouer la Ligue des Champions, tu vois. Après, avoir l'état physique aussi, parce que Fofana à Rennes, on l'a déjà vu, il me semblait à court de forme. Boga à Nice, voilà, Nice traverse une saison difficile. C'est aussi, ils ont joué, ce sont des joueurs qui ont joué. Qui à manque de Nice cette motivation. saison, Il manque qui- de motivation à Nice. Là, il y aura de la motivation. Il y On aura va de voir la ce qu'ils ont dans le motivation. ventre. Ouais. Evan Guessant, mon cher Alex, Ouais. Je suis pas fan. qui va donc, on va dire, de Villa à Palace. Ouais. Non, c'est une bonne chose. Je pense il va gratter encore plus de temps de jeu. Après, bon, Aston Villa fait quand même une très très grosse saison, faut le souligner, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en championnat. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne chose pour Guessant parce qu'on a vu que Mateta, en fait, il est parti. Il est parti, Jean-Philippe Mateta. Donc du coup, je pense que c'est une bonne chose pour Guessant de le remplacer. C'est une opportunité de marché, ça se fait comme ça et je pense que ça va plutôt bien fitter en vrai. Imad Abdelli, donc le sociétaire d'Angers, Ouais. qui rejoint Marseille. Marseille. Marseille, ouais. Bah, en vrai, c'est un joueur d'expérience de Ligue 1. Moi, le seul doute que j'émets quant à ce transfert, c'est la durée du contrat, si elle vient à se confirmer. On parle de 5 ans et demi. À Marseille, ça me paraît énorme, surtout le Marseille de Pablo Longoria. Voilà. Mais sur le papier, c'est un bon fit. Et pour lui, pour Marseille, pour Angers, je pense que c'est un pari gagnant. Et puis au moment où on enregistre, visiblement, Simon Adingra, l'Ivoirien, va se retrouver du côté de Monaco, de la Principauté. Ça va mieux, Alisson, au niveau de tes yeux? Ouais, pardon, je suis Tu désolée. peux réagir là-dessus ou pas? Adingra à Monaco. Je pense que Monaco a besoin de monde, a besoin de renfort, surtout à ces postes-là. On ne sait pas si Pogba reviendra ou reviendra pas, à quel niveau il sera. Donc je pense que toutes les recrues sont les bienvenues à Monaco. Parce qu'il parlait d'un retour de Ben Seguir. Il parlait d'un retour de Ben Seguir dans la Principauté. Au final, je crois que ça s'est pas fait du coup. Il est blessé en Fait, plus. et abandonné, ouais, parce qu'il est blessé du côté de Leverkusen. Donc du coup, ils ont préféré se pencher sur Adingra. Je pense que pour les... Bon, sportivement, c'est peut-être pas la meilleure solution pour Adingra, mais il va gagner un bon salaire, il aura un bon cadre de vie, on connaît Monaco. Et Minamino est blessé, donc il lui fallait un En remplaçant. plus de ça, voilà. C'est ça. Il va récupérer ses minutes. C'est ça, donc voilà, ça peut fitter et je pense que Monaco, je mets le pari qu'ils vont faire une bonne deuxième partie de saison, j'espère. Ça peut pas être pire de toute façon. À suivre donc, lui, il est resté à Madrid. Pour l'instant, c'est Brahim Diaz, meilleur buteur de la CAN 2025. Pour autant, on le sait, il ne joue pas beaucoup, en tout cas pas à son goût et pas au goût de ses différents fans. On va se poser la question si Brahim Diaz, tout simplement, ne doit pas quitter le Real Madrid pour se
donner davantage du temps de jeu, davantage s'épanouir. Ça arrive dans le foot à plat. Le foot à plat avec notre ami Distel qui nous rejoint. Salut Distel, ça va? Bonsoir Malik, Bien, ça va? la forme? Très bien, merci. Bon, la RDC va bien. Ça va? Tu peux saluer tous les quinois là pour nous, en Lingala, c'est possible ou pas? Bah, Kinoa, Napesi Binonio, Sombot et tout. Alison, c'est Pourquoi tu vrai. me l'as pas demandé, moi? Vas-y. Avec une voix féminine. Vas-y, Alison, Je suis vas-y. très offensée. Allez, vas-y. Bote na binonio soba quinoa. Oh, t'as fait ça timidement. C'est ça le truc, c'est pour ça que je t'ai pas demandé. On va parler de Brahim Diaz, les amis. Excellente CAN, même si c'est vrai qu'à la fin, tout s'est un peu gâché avec cette Panenka. 5 buts marqués, meilleur buteur de la compétition. Mais Brahim Diaz joue peu du côté du Real Madrid. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'avec tout ce qu'on a pu voir de ce joueur du côté du Maroc durant cette CAN, est-ce qu'il faudrait qu'il parte du Real Madrid pour davantage s'épanouir, davantage montrer au monde ce qu'il vaut réellement? Je vais commencer par toi, Distel. Oui Malik, pour moi, je pense qu'Ibrahim Diaz, il doit partir du Real de Madrid. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il fait face à une rude concurrence à Madrid, un temps de jeu incertain. Maintenant, c'est un joueur confirmé, parce qu'il a confirmé au Milan AC et sa première année au Real de Madrid. C'est l'atout majeur de l'attaque du Maroc. Il a une Coupe du Monde à préparer. Il a une grosse valeur marchande. Pour moi, je pense que c'est un joueur confirmé. Et un joueur confirmé, pour progresser, ne peut pas rester sur le banc. Donc, il se doit d'être dans un projet, de jouer, de montrer ses qualités, au lieu d'être au Real, un peu dans une position où il ne sait pas s'il va jouer ou ne va pas jouer. Après, hier, on l'a vu rentrer et faire la différence en provoquant ce penalty. Donc, c'est compliqué cette situation pour lui, mais moi, dans ma position en tant qu'ancien joueur, et si je serais à sa place, je chercherais un projet pour aller jouer et arriver en forme pour la Coupe du Monde. Lucas? Déjà, comme l'a dit Distel, il était très performant au Milan AC. Brahim Diaz, il a été champion là-bas en étant vraiment décisif. Et donc, j'ai pas compris à l'époque le move du Real Madrid de le faire revenir pour le faire peu jouer. Ça fait 1 an et demi qu'il joue peu, c'est pas un pion essentiel. Ils ont acheté Mastantuono à son poste. Pour les matchs importants, ils mettent Rodrigo à droite. Donc en fait, il a très peu de chances de s'exprimer. Et moi, je trouve ça dommage qu'un tel talent se retrouve sur le banc, se retrouve à gâcher un petit peu sa progression. Donc j'aimerais le voir ailleurs, oui. Je pense que déjà le Milan AC, c'est un bon club pour lui, j'aimerais qu'il y retourne. Sinon, ces derniers jours, ça parle de lui en Angleterre, Tottenham, Aston Villa, j'ai vu Newcastle. Je pense que les gros clubs anglais ou les gros clubs italiens auraient raison de se pencher sur Brahim Diaz parce que c'est un joueur qui est plein de qualités. Et même s'il a montré aussi son mauvais caractère et les mauvais côtés que ça pouvait engendrer, ça reste un joueur de très haut niveau. Quand tu dis mauvais caractère, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il n'a pas été très fair-play tout au long de la compétition. Et pour moi, le penalty, c'est aussi, il s'est laissé avoir par la pression, il s'est laissé emporter par les provocations d'Edouard Mendy, par ce qui s'est passé avec l'attente, etc. Donc c'est un joueur un petit peu sanguin. On l'a vu hier avec son tête-à-tête contre Akomash. Mais ça reste un très bon joueur et j'aimerais le voir s'exprimer plus régulièrement. Un club où il pourrait être titulaire dans un club de haut tableau, c'est ce qu'il lui faut pour moi. Alison? Non, je pense qu'il doit rester au Real. Je pense qu'il doit rester au Real Madrid parce qu'il ne faut pas oublier que cette équipe du Real, c'est quand même une équipe qui est en reconstruction. Donc ça bouge énormément dans cet effectif du Real Madrid. Je pense qu'intrinsèquement, vous l'avez dit, c'est un joueur qui a énormément de qualité. C'est aussi un joueur hybride qui peut jouer à plusieurs postes. Donc je pense qu'il a sa place au Real Madrid. Ce qui lui manque actuellement, c'est la confiance. Quand il rentre, on sent qu'il est un petit peu timoré. Il ne sait pas trop où il doit se placer. Il ne sait pas parfois s'il doit faire la passe ou s'il doit marquer. Donc quand il va engranger encore plus de confiance et qu'on va lui donner aussi ce temps, parce que je ne pense pas qu'Arbeloa restera longtemps au sein de cette équipe du Real. Donc prochain coach, Klopp ou un autre, d'ailleurs la saison prochaine, si Arbeloa termine la saison. Cette saison, il fera que des bribes de match, malheureusement pour lui. Mais il faut qu'il engrange cette confiance, il faut qu'il passe un cap aussi dans sa tête, il faut qu'il oublie ce qui s'est passé avec le Maroc et cette fameuse Panenka loupée. Et
à mon sens, il a cette place dans cet effectif du Real Madrid. On voit énormément de joueurs aujourd'hui qui ne sont pas au niveau. On voit que Tchouaméni, par exemple, est un peu moins bien. On voit que Rodrigo, on ne sait pas s'il reste ou s'il ne reste pas. Jude Bellingham, il se blesse. Là, actuellement, il est blessé, mais lui non plus, il n'est pas au meilleur niveau cette saison. Donc, je ne pense pas qu'il fasse tâche déjà dans cette équipe du Real Madrid, mais il a besoin de passer ce step dans sa tête pour devenir un joueur confirmé et titulaire au Real. Pour toi, il y a une place à prendre. Pour moi, il y a une place à prendre. Léo. Pour moi, il a une place à prendre, mais dans un autre club, Malik. Parce que je pense très clairement qu'il doit quitter le Real. Il a 26 ans aujourd'hui, c'est le leader technique de sa sélection. Il sera attendu évidemment au mondial. Il a déjà montré, comme Distel et Lucas l'ont rappelé, qu'il pouvait briller et endosser des responsabilités dans de grands clubs, à savoir l'AC Milan. Pour illustrer tout ce qui a été dit, il faut savoir que donc il en est désormais à sa 3e saison au Real Madrid. Durant sa première saison, il a disputé environ 47 minutes par match. La saison dernière, ça tombait à 41 minutes. Et là, cette saison, il en est à 28 minutes en moyenne par match. Donc on voit clairement un déclassement au sein du groupe madrilène. Alisson a parlé du fait que le Real Madrid était un club en reconstruction et une équipe en reconstruction, ce qui est très vrai. Et c'est aussi ce qui joue contre Brahim Diaz, puisqu'on a vu que les entraîneurs se sont succédés, de Carlo Ancelotti, en passant par Xabi Alonso, aujourd'hui Arbeloa, et il ne joue pas plus. Peu importe les entraîneurs ou les idées de jeu. Et aussi, le Real Madrid a consenti à de grands investissements ces dernières années sur de très jeunes joueurs. Je pense à Mastantuono, par exemple, qui a été quand même acheté près de 60 millions à River Plate. Et aujourd'hui, on voit que Brahim Diaz n'est même pas le premier remplaçant soit de Güler, soit de Mastantuono, parce qu'il peut jouer à droite comme en tant que numéro 10. Il y a Rodrigo devant lui, donc évidemment, ça soulève des questions quant à son avenir. Justement, cette émission, on l'a fait le 2 février. Le mercato se termine, en tout cas en Europe, aujourd'hui, donc à 20h. Donc on est parti pour avoir, sauf, je ne sais pas moi, extraordinaire, hein, Brahim Diaz. Donc il est parti pour rester dans cette équipe du Real Madrid. Il y a la Coupe du Monde qui arrive au mois de juin. Dans quel état de forme? Parce que là, je pense qu'il va rester là. Hein. Il n'a pas moins qu'il aille peut-être en Turquie. Le championnat, le mercato se termine un peu plus tardivement, je crois. Minuit en Espagne. En Turquie. À part la Turquie ou peut-être un pays du Golfe où il retrouverait certainement du temps de jeu, il est parti pour rester au Real Madrid. Donc ça veut dire qu'on aura un Brahim Diaz qui viendra en Coupe du Monde avec sa sélection marocaine. Peut-être un peu diminué. C'était déjà le cas. Il ne jouait pas énormément quand il a fait à la CAN. Il a fini meilleur buteur. La CAN était chez lui. Il y avait quand même un élément motivant. La CAN était chez lui. Il y avait un élément motivant. Ok, on est d'accord, mais il a fini meilleur buteur de la CAN. Donc ça veut quand même dire quelque chose du joueur. Ça veut dire que le joueur, quand il est en sélection, déjà, il est beaucoup plus à l'aise. C'est pour ça que je parlais de passer un step dans sa tête et même pour que ça déclenche quelque chose au niveau des entraîneurs et de son éventuelle titularisation. Quand on finit meilleur buteur de la CAN, ça veut quand même dire qu'on a un joueur extrêmement talentueux qui peut aller chercher sa place dans ce Real Madrid-là. On parle bien de ce Real Madrid-là qui est malade, avec énormément de joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Donc si là, il ne sait pas aller chercher sa place, c'est que finalement, il n'est pas si talentueux que ça, Brahim Diaz. Après, moi, ce que j'ai envie d'ajouter, il est un peu dans le cas d'Hendrix, qui avait peu de temps de jeu, joueur talentueux, et qui a fait le choix d'aller à Lyon. Et aujourd'hui, on voit, il empile but sur but. Donc ces prêts-là, pour moi, c'est des prêts de développement. Ça permet aussi aux joueurs de pouvoir montrer ses qualités. Et là, aujourd'hui, Brahim Diaz en a besoin pour arriver fort à la Coupe du Monde. Maintenant, là, c'est vrai qu'on est dans un timing un peu serré par rapport à ce mercato. Va-t-il partir? Va-t-il rester? Mais c'est vrai qu'on sait les risques qu'il prendrait s'il resterait au Real. Rapidement, Lucas. Pour moi, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que Brahim Diaz, c'est un joueur qui est très instinctif, et donc il a besoin d'être le leader de son équipe pour vraiment performer, ce qu'il est au Maroc. Et pour moi, au Real, avec Vinicius et Mbappé, il ne le sera jamais. Donc j'ai bien peur qu'il ne puisse jamais montrer la pleine mesure de son talent avec le Real Madrid. Il a besoin d'une équipe où il a plus de place, il est plus central dans le jeu. C'est ça ? Exactement. Moi, je voulais aussi parler de ça, et puis je pense que c'est pas un affront de dire
On peut tout aussi bien dire que Brahim Diaz est un joueur excellent, mais qu'il n'a peut-être pas le niveau à la fois technique et mental pour réussir au Real Madrid. Et c'est pas remettre en question tout ce talent si demain on lui dit bon bah tu vas aller jouer en Première Ligue. Tu as évoqué Aston Villa, Tottenham, Newcastle. Ce sont des clubs moindres par rapport au Real Madrid, mais ça lui permettrait quand même de briller dans le plus grand championnat du monde, par exemple, si on parle de ces clubs-là, dans des équipes établies de ce championnat qui disputent aussi les grandes compétitions et dans lesquelles il pourrait avoir plus de temps de jeu et plus s'asseoir surtout. Merci les amis pour ce débat. Puis on va suivre justement la carrière de Brahim Diaz, parce qu'effectivement, performer comme il a performé au niveau de la CAN et le voir davantage sur le banc du Real Madrid, c'est vrai que ça fait quand même, ça fait un peu mal quand même pour le joueur qu'il est, sachant que, comme tu l'as dit, il aura bientôt 27 ans, quasiment le même âge que Kylian Mbappé, à un an près. À suivre donc. Face au débat à présent les amis, on va parler des différentes sanctions que la CAF a infligées au Maroc et au Sénégal. Face au débat, les amis, le jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre Pape Thiaw, donc sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, pour 5 matchs officiels donc, de la CAF pour comportement antisportif, violation des principes du fair play et d'intégrité et atteinte à l'image du football. On va prendre ça élément par élément. On va s'arrêter déjà sur Pape Thiaw. On fait assez succincte, les amis. Est-ce que vous estimez que cette sanction excessive ou tout simplement juste? Alison? Juste. Ni plus ni moins. Non, la sanction est juste. C'est vrai que je peux comprendre la frustration de Pape Thiaw avec le déroulement de la compétition, parce que pour moi la finale a été bien arbitrée encore une fois, mais on ne peut pas se comporter comme on veut. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Le football est un sport où on doit respecter l'arbitre. L'arbitre n'a pas été respecté, donc sanction il y a. La sanction est juste. Je la trouve même clémente. Je suis d'accord avec tous les arguments qui ont été avancés, mais effectivement, je trouve que c'est même un petit peu clément. 5 matchs, il s'en tire bien. Après, je ne voulais pas non plus une. Il y a une amende sanction... de 100 000 $. Je parle uniquement sportive. L'amende, je mets ça ailleurs. Je parle uniquement sanction sportive. Sanction financière, ça les regarde. On n'a pas trop de choses à dire là-dessus. Mais au niveau du sportif, je trouve que même il s'en tire bien. Il pourra jouer la Coupe du Monde, il y aura des matchs amicaux. Enfin, il y a aucun problème pour lui. Donc finalement, c'est pas une sanction qui va tant l'embêter que ça. Alors que je trouve que les faits reprochés sont quand même plutôt graves. La façon dont il a vraiment appelé ses joueurs à sortir du terrain, c'est pas commun. Donc voilà, il s'en tire bien. Il doit être finalement assez soulagé, Pape Thiaw. D'ailleurs, la Fédération sénégalaise de football a dit ne pas faire appel. Ils ont raison. Disent-elles? Non, il s'en tire super bien et moi, je salue son dévouement par rapport au fait et cette finale parce qu'il s'est positionné, il a été responsable, il a défendu sa nation, son équipe et aujourd'hui, il a eu sa sanction. Moi, je pense que si il n'avait pas agi de cette manière, le Sénégal ne serait pas champion. Et c'est ça aussi un coach, savoir prendre ses responsabilités pour protéger ses joueurs et il l'a fait, il l'assume. La fédération aussi assume, ils ne font pas appel. Donc pour moi, la CAF a été clémente avec lui, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui avec les outils qu'on peut avoir par rapport au staff et consorts, pour lui d'être dans les tribunes et gérer son équipe, ce n'est pas un problème parce qu'il a le relais avec le banc. Donc pour moi, c'est vraiment une décision clémente. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que c'est une décision clémente de la part de la CAF. Qu'on soit d'accord ou non avec ce qu'il a fait, ces agissements n'ont pas lieu d'être sur un terrain, encore moins dans une compétition aussi prestigieuse que la CAN. Il aurait fallu faire un exemple, comme on voit des exemples un petit peu partout dans le monde. Je pense qu'il s'en sort très bien. Et puis voilà, 5 matchs, effectivement, aujourd'hui, avec les oreillettes, les téléphones, les tablettes. Suspension également pour le joueur Iliman Ndiaye, donc joueur de l'équipe du Sénégal, donc pour 2 matchs officiels, pour comportement antisportif envers l'arbitre. La même chose pour Ismaïla Sarr aussi, pour 2 matchs officiels suspendus donc également pour comportement antisportif. Rapidement là-dessus. Pareil, mérité. Là, pour le coup, ni clément, ni sévère. Je trouve que voilà, fallait un peu marquer le coup. On sait que c'est un peu fini en autre boudin cette finale. C'est assez dommage que
une belle compétition comme ça se termine de la sorte. Donc pour moi, il fallait sanctionner. 2 matchs fermes, c'est fait, c'est bien, et puis voilà. Mais ils ont oublié des gens là dans les sanctions, non? Ils ont Ils ont oublié quelques joueurs dans les sanctions, de part et d'autre. C'est les 2 joueurs qui ont été sanctionnés. Edouard Mendy, Après, Les 3 quarts Il y en a auraient pu d'autres, l'être. Après, Hakimi, Brahim Diaz, Mendy. oui, Ça- Bah, ça- Hakimi, ça- Saïbari, on arrive Saïbari. sur le cas du Hakimi. Maroc, là on va finir mais le ce que cas je voulais du préciser, Sénégal. avec le Sénégal, bien sûr, Oui, on finit pour le la Sénégal. fédération a eu 615 000 $ d'amende J'arrive là justement pour les différentes sanctions financières. Donc la sanction, c'est d'infliger à la fédération sénégalaise une amende de 300 000 $ donc, pour le comportement inapproprié de ses supporters ayant donc porté atteinte à l'image du football. Encore toujours à cette fédération, 300 000 autres $ pour le comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique en violation des principes de fair play, de loyauté et d'intégrité. Et encore 15 000 $, ce qui donc se chiffre à un total de 615 000 $ pour faute disciplinaire de l'équipe nationale. 5 joueurs donc ayant reçu par ailleurs des avertissements. Donc il y a une sanction pécuniaire de 615 000 $ et il y a 5 joueurs, on va dire, qui ont reçu des avertissements. Donc c'est grosso modo, voici les sanctions donc infligées au Sénégal. 2 joueurs, le sélectionneur et la fédération, avec 615 000 $ pour la fédération et 100 000 $ pour Paptio. Donc on est autour de 715 000 $ chiffrés donc pour ce qui est du Sénégal. Donc pour ce qui est donc cette fois-ci du Maroc, les amis, hein. Donc là, Achraf Hakimi, joueur de l'équipe, suspendu pour 2 matchs officiels, dont un match avec sursis pendant une durée donc d'1 an, le sursis à compter de la date de la décision pour comportement antisportif de Ismaël Saïbari aussi, qui n'arrête pas de scorer en ce moment d'ailleurs. Joueur de l'équipe donc du Maroc pour 3 matchs pour Saïbari, pour comportement antisportif. Hein. Je pense que c'est en lien avec l'épisode des serviettes. D'infliger donc à Ismaël Saïbari une amende de 100 000 $. D'infliger à la fédération marocaine 200 000 $ donc d'amende pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade, d'infliger toujours à cette même fédération une amende de 100 000 $ pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique, ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre en violation donc des articles 82 et 83 du code disciplinaire de la CAF, d'infliger à la fédération marocaine toujours 15 000 $ pour l'utilisation des lasers par ses supporters donc lors du match. Ça vous évoque quoi, toutes ces sanctions au niveau donc des joueurs Hakimi, Saïbari et aussi au niveau donc de la fédération royale marocaine de football, Alison? J'aurais plus sanctionné financièrement sur 2 aspects, sur l'utilisation des lasers et sur les ramasseurs de balles. Pourquoi? Parce que justement, quand on sait que le Maroc va organiser une autre grande compétition à venir, c'est des choses qui ne doivent pas exister. On ne peut pas utiliser des lasers dans un stade et au niveau des ramasseurs de balles, ils se doivent d'être neutres. C'est-à-dire que ce soit pour le Maroc ou pour l'équipe adverse, on doit pouvoir donner les ballons quand il se doit. Je pense que ce n'est pas un comportement à avoir et que ce sont 2 faits, à mon sens, qui sont très très graves. Donc j'aurais plus sanctionné à ce niveau-là la fédération. Et pour moi, même la sanction n'aurait pas dû être financière. Il aurait fallu légiférer, faire quelque chose. C'est pas possible de voir des ramasseurs de balles agresser un joueur. Parce que pour moi, Yehvan Diouf, il a clairement été agressé. Ouais. Il a été mis au sol. Et j'ai pas non plus compris la communication de la CAF en disant qu'il fallait utiliser sa serviette de manière fair play. Je ne comprends pas, il pleuvait, il y a des gants à essuyer, les gardiens, le visage. C'est normal de s'essuyer avec une serviette. C'est des outils comme des bouteilles d'eau. Au moins légiférer là-dessus, comme ça il n'y aura plus de problème. Mais pour moi, la sanction financière, elle n'a pas tant de sens que ça. Et j'espère qu'on ne le reverra plus parce que j'étais vraiment très étonné de voir que ça ait pu avoir lieu. Et pas qu'une fois. Hein. Et pas qu'une fois. Il y a eu Hakimi qui l'a envoyé. Après, on a vu le rôle de Saïbari, plus les ramasseurs de balles. Même contre le Nigeria aussi. Effectivement, il s'est plaint, le gardien nigérien, effectivement. Donc voilà, c'est des faits qui ont été répétés pendant la compétition. Donc plutôt qu'une sanction financière, moi j'aurais aimé qu'on légifère là-dessus. On n'approche pas la zone du gardien, c'est but, il peut avoir une serviette et fin quoi. C'est pas possible de prendre le risque que ça ait lieu encore. Distel, toi tu étais milieu de terrain, tu n'as pas été gardien de but, mais bon. Exact. Est-ce que les Gaules avec qui tu as joué avaient besoin de cette serviette? Bien sûr, ils ont besoin de cette serviette parce que il pleuvait déjà. Et des fois, ils ont besoin de s'essuyer les gants parce que le ballon peut glisser. Donc c'est aussi propre à chaque gardien, on a tous nos habitudes en tant que joueur. Et pour moi, je pense que c'est un manque de respect
de prendre les cerveaux des gardiens, parce qu'ils en ont besoin. Ils ont cette pression-là et c'est bien d'avoir sanctionné ça. Et je trouve que la CAF a vraiment sanctionné les équipes par rapport à leurs défauts, bien sûr, parce que quand on voit le Sénégal qui est sanctionné par rapport au comportement de ses supporters, on voit le Maroc qui est sanctionné aussi par rapport aux ramasseurs de balles. Donc on voit qu'il y a vraiment eu, ils se sont vraiment posés. Certains joueurs, hein, exactement, les joueurs. Hakimi. Exactement. Donc ils se sont vraiment posés et réfléchis à tous ces problèmes pour que demain, il n'y ait plus ces soucis-là dans les stades. Moi, j'aurais sanctionné aussi Infantino et Motsepe à la fin. Ah ouais. Bah oui, pour leur comportement un peu. J'ai trouvé leur attitude très bizarre au moment de la remise de la coupe. C'est-à-dire, vas-y, non, j'y vais pas, vas-y, non, j'ai pas envie de toucher la coupe, toi, enfin, j'ai trouvé très, très, très bizarre et c'était des images, je trouve, très malaisantes à voir. Donc, j'aurais fait une réunion et aussi, tant qu'on y est, distribue des sanctions à qui veut l'entendre, je les aurais sanctionnés aussi. Voilà. Après, c'est assez révélateur du climat qu'il y avait Exactement. dans le stade. Exactement. Je trouve que ça a été dans l'ensemble plutôt bien géré. Je suis d'accord avec Lucas que c'est un cas qui devrait être légiféré. J'ai jamais accordé trop d'importance aux sanctions financières. On dit souvent que quand on tape le portefeuille, c'est des fédérations, ça fait réagir. Oui, mais c'est des fédérations qui ont besoin d'argent quand même pour développer le football localement, les amis. Ça aurait pu servir. Si par exemple tu prends l'exemple de Saïbari et une amende de $100 000, pour lui ça va rien lui changer, quoi. Il va la payer comme toi, tu vas payer ton sandwich au restaurant en sortant du studio, quoi. Le fameux sandwich. Non mais le fameux. Non, mais c'est vrai que je trouve que ce ne sont pas les meilleures sanctions. Alors après, quand on a parlé de Papcho, mais je trouve que les matchs fermes pour les joueurs, c'est aussi intéressant. Et puis voilà. Dans l'ensemble, ça a été plutôt bien géré, je pense. À noter également que le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la Fédération royale marocaine de football. La réclamation du Maroc donc est rejetée. Donc le score, le titre et le vainqueur ne sont pas remis en cause. Donc le Sénégal est définitivement et officiellement sacré champion d'Afrique pour la CAN qui vient de se tenir donc au Maroc, la CAN 2025. Je voulais juste préciser qu'en fait c'était déjà une demande qui était assez aberrante de après coup faire changer le gagnant, mais il faut dire aussi que sur le coup, dans le stade, comme il y a les violences, en fait, l'arbitre il était un peu pris de partout et il savait pas forcément ce qui se passait et c'est très compliqué pour lui d'arrêter les joueurs sénégalais quand en fait tout le stade a les yeux rivés sur les violences. Donc en fait, aussi fou que ça puisse paraître pour les téléspectateurs, à ce moment-là, les faits que les joueurs sénégalais rentrent au vestiaire, ça passe quasiment au second plan. Parce qu'il y a des scènes de violence qui sont très très impressionnantes et le stade entier regarde vers la tribune sénégalaise. Donc en fait, c'est aussi pour ça, je pense qu'il n'y a pas eu plus de sanctions que ça sur les joueurs sénégalais. Et je trouve, comme l'a dit Léo, que ça a été plutôt globalement assez bien géré par la CAF. Maintenant, il faut faire redescendre la pression aussi. C'est qu'un match de football, ça a été une belle compétition globalement. Il faut avancer, il y aura une compétition dans 2 ans et on espère qu'elle sera encore plus belle que celle-ci. Merci Lucas, tu as parlé de redescendre la pression. Nous, on va plutôt la remonter sur ce plateau tout simplement à travers le face-à-face qui arrive. Tu seras donc face à Alisson, la CAN à 16 équipes pour ou contre. Certains pensent qu'il est temps de réduire donc la CAN à 16 équipes, moins de matchs, moins de délégations à accueillir, des exigences logistiques moindres, plus légères pour le pays donc hôte. Cela permettrait aussi de maintenir le standing du tournoi sans mettre trop de pression sur un seul organisateur. Mais ce choix pourrait-il sacrifier pourtant la diversité et priver certaines nations de leur chance de briller? C'est le face-à-face qui arrive et ce sera donc Alisson face à Lucas. Revenir à une CAN à 16 équipes, pour ou contre? Lucas, on commence par toi, tu dis quoi? Moi, je suis pour revenir à une CAN à 16 équipes. Alisson? Contre. Le débat est ouvert. 2 minutes pour toi, Lucas. Alors, déjà pour commencer, comme tu l'as dit Malik, c'est plus facile à organiser une CAN à 16. Une CAN à 24, ça exclut de fait plusieurs pays qui l'ont organisé dans le passé, qui ne pourront plus l'organiser. Ça va uniquement se concentrer sur les pays les plus puissants du continent et on va du coup vers un foot africain à 2 vitesses. Par ailleurs, une CAN à 24, c'est plus de matchs sans enjeu et plus de matchs du coup qui vont entre guillemets ne servir à rien. On sait qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de matchs, trop de matchs disent certains, et que avec autant de matchs, ça fait moins de repos pour les joueurs et donc un spectacle qui en pâtit. Ensuite, il y a moins de compétitivité.
des compétitions à 24, ça induit les meilleurs troisièmes qui soient qualifiés. Donc il y a plus d'équipes qualifiées en qualification, donc les qualifications perdent de l'importance. Et ensuite, dans la compétition, il y a toujours en fait un match où on peut se rattraper. Donc les 2 premiers matchs ont moins d'enjeux. Il y a moins de matchs à extrême tension, on va dire. Et on ne voit plus, par exemple, ce qu'on voyait avant, des poules où il y a 3 équipes à 6 points. Ça n'arrivera plus avec les troisièmes qualifiés, parce que les équipes n'ont plus besoin de gagner absolument tous leurs matchs pour se qualifier. On sait qu'avec 3 ou 4 points, globalement, ça suffira. Il y a aussi une injustice, j'en parle souvent, les meilleurs troisièmes. Pour moi, c'est une aberration, parce que soit tous les troisièmes sont qualifiés pour moi, soit pas du tout. Les meilleurs troisièmes, sans compter les difficultés différentes des groupes, pour moi, c'est très très injuste. Et on arrive aussi avec des parcours qui sont parfois particuliers, comme le Mali, qui est arrivé en quart de finale de la CAN sans gagner un seul match, en faisant uniquement des matchs nuls. Et pour moi, une équipe qui ne fait que des matchs nuls ne doit pas arriver en quart de finale d'une compétition. Et je veux dire que ça ouvre la voie aussi, la CAN à 24, à plusieurs abus. Si on estime qu'il y a plus de pays qui doivent briller, etc., jusqu'où on va s'arrêter? Pourquoi pas une CAN à 48 dans 20 ans? Une Coupe du Monde à 128 équipes. Pendant qu'on y est, on ne s'arrête jamais. Les qualifications, de toute façon, n'ont quasiment plus d'importance. Donc si on va par là, jusqu'où va-t-on augmenter? Je trouve que l'ancien système était meilleur. Coupe du Monde à 32, CAN à 16, tous les 2 ans. Pour moi, là où il faut changer quelque chose... C'est fini. Je finis sur ça. Tu me laisses une phrase, Malik. Ce que je préconise, c'est du coup une CAN à 16 comme j'ai tous les 2 ans. Et par contre, ce qu'il faut revoir, c'est les critères d'attribution pour la Coupe du Monde. Pour que tout le monde puisse briller, il faudrait une Coupe du Monde à 32 avec 8 équipes africaines. Et là, on pourrait avoir du spectacle et tout le monde qui aurait sa chance. Merci, Lucas. 2 minutes 10 pour toi aussi. T'as qu'à faire. Non, peu importe. C'est parti, Alison. Moi, je pense qu'être sur le fait de réduire la CAN à 16 équipes, c'est être contre l'essor du football africain. Pourquoi? Parce que là, tu ne m'as cité effectivement que des exemples ou des arguments pratico-pratiques et footballistiques. Mais ce dont souffre aujourd'hui le football africain, c'est le développement. Et le développement passe notamment par le championnat. Donc, une CAN où il y aurait énormément d'équipes, ça forcerait les championnats locaux à se développer. Aujourd'hui, on souffre en Afrique. Pourquoi il y a une telle disparité entre le foot africain et encore qui se réduit et le foot européen, voire le foot sud-américain? C'est que nos championnats locaux souffrent. Il y a énormément de pays africains où les championnats locaux sont arrêtés. Et qu'est-ce qui pousse les championnats locaux éventuellement à reprendre? C'est les équipes nationales. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on veut passer à une CAN tous les 4 ans, mettre une compétition entre-temps, engranger justement de l'argent, plus de finances, plus de développement, plus de nationaux qui sortent et qui émergent, et le football national qui émerge. Et quand on passe par un football national qui émerge, qu'est-ce qu'on a? On a des infrastructures qui se développent. On a justement ces infrastructures pour permettre au pays de plus tard pouvoir faire et d'organiser justement cette CAN. Si les championnats locaux, si on a 10, 15 équipes qui jouent, les 15 équipes ont leur stade. Donc on aura déjà les infrastructures pour accueillir des grandes compétitions, la CAN et autres compétitions qui pourront se jouer sur le continent. Le Maroc l'a prouvé. Pourquoi? Parce que le championnat local fonctionne. En Égypte, pourquoi l'Égypte est prête à accueillir la CAN? Parce que le championnat local fonctionne. En Algérie, pareil. On ne parle pas beaucoup de l'Algérie, mais l'Algérie aussi, ça fonctionne. Mais par exemple, en RDC, c'est arrêté. Aujourd'hui, on n'a pas énormément de stades. Alors pour l'aspect sportif, je suis d'accord, mais l'aspect financier n'est pas à négliger et surtout pas en Afrique. Merci, pile poil, hein. Tu as le sens du chrono. On n'a pas fait les 10 secondes en plus. Tu n'as pas fait les 10 secondes en plus. Donc du coup, ça fait un point en moins pour Lucas, là, les 10 secondes en plus. Hein. Non, Léo, on est d'accord, Léo? On est fair play ici. Vos sentiments, les amis, par rapport à ce qu'ont dit Lucas et Alison? Je pense que chacun d'entre eux ont proposé des éléments très importants parce que on peut être pour, on peut être contre. Et économiquement, il y en a qui ont beaucoup à gagner, mais il y en a aussi qui ont à perdre dans le sens du développement de l'Afrique, des infrastructures. Donc ça peut être mitigé, il faut voir son point de vue. Mais pour moi, je pense qu'il est important de garder cette CAN à 24, pour aider les pays en développement. Moi, on en a parlé tout à l'heure avec la Ligue des Champions. D'une manière générale, je suis contre l'élargissement des compétitions par rapport au prestige de ces dernières. Après, effectivement, les aspects de développement, les aspects financiers sont à ne pas négliger.
On parle de l'Afrique, mais je suis sûr, sans connaître sur le sujet sur le bout des doigts, que ça vaut aussi dans d'autres continents. Par exemple, je pense à l'Océanie, je pense à l'Asie, par exemple. Donc, pour ces enjeux-là, ça peut être intéressant. Si on ne regarde que le football, j'ai plus de réserves là-dessus. Merci, mon champion Léo. Hein. Et puis, c'est un débat qui est ouvert, hein, franchement, parce qu'il y a des pour, il y a des contre, mais il y a aussi des arguments pour et des arguments contre. Donc, franchement, pour l'instant, on est à 24 équipes. Moi, ça ne changera pas, de toute façon. Personnellement, c'est un vœu pieux que j'ai, ça ne changera j'ai pas. pas forcément de réponse définitive sur la question. Mais en tout cas, merci d'avoir participé à ce face-à-face. Alison, Lucas. Merci, Distel. Merci également, Léo. Merci, puis, on va se donner rendez-vous lundi prochain pour un autre Afrofoot. C'est Romain qui réalisait donc Afrofoot de ce soir. On se dit donc à lundi prochain. Salut!